Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le cours sur le diabète de type 2 et donc on commence. Heu, tout d'abord une définition du diabète. Pour faire simple, le diabète de type 2 est l'incapacité de l'organisme à réguler sa glycémie. Il fait suite à une insulinorésistance qui s'est établie dans le temps. En d'autres termes, le diabète de type 2, lorsqu'il est diagnostiqué, ça veut dire ça fait plusieurs années que l'organisme n'arrive pas à réguler sa glycémie. Il essaye de pallier à cette hyperglycémie, il essaye de compenser un peu et lorsqu'il n'arrive plus et il est incapable à réguler la glycémie, survient le diabète de type 2. Alors quelques données épidémiologiques, selon l'OMS en 2016, il y avait 400 un peu plus de 400 millions de diabétiques. Ce qui donnait lieu à plus d'1,5 million de décès par diabète et plus de 2 millions de décès par hyperglycémie. On distingue les décès par diabète et par hyperglycémie car c'est pas exactement la même chose. On peut décéder des suites d'une hyperglycémie par rapport à un coma ou autre. Les décès liés au diabète, ça peut être des décès liés aux complications qui sont liées au diabète. En Algérie, toujours, de l'OMS en 2016, il y avait plus de 15 000 décès par diabète et 25 000, enfin presque 26 000, qui sont décédés par hyperglycémie. Ceci touche donc environ 10%, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, donc à peu près ça touche de la même manière les 2 sexes. Et toujours en Algérie, selon la répartition des pourcentages de causes de mortalité, le diabète représentait quand même 7%, du total des décès enregistrés. Alors concernant le diagnostic et les signes cliniques, pour diagnostiquer le diabète, on a 3 tests à faire. Tout d'abord, vous avez la glycémie à jeun, qui est mesurée en milligrammes par décilitre ou grammes par litre. Donc on a 3 paliers, le normal, le prédiabète et le diabète. Le normal se situe entre 0,7 et moins d'1 gramme par litre. Lorsque, la glycémie à jeun se situe entre 1 gramme et 1,25, on considère que c'est un prédiabète, là, il faut faire attention et si elle dépasse 1,26 à jeun, c'est un diabétique établi. Deuxième test à faire, c'est la HGPO, hyperglycémie provoquée par voie orale. Elle se fait donc en donnant au patient 75 grammes de glucose sous forme de solution à jeun, c'est-à-dire il se présente à jeun, on lui donne ses 75 grammes de glucose et on prend sa glycémie. Donc pour contrôler, on prend sa glycémie à jeun et au bout d'1 heure et au bout de 2 heures. Mais pour interpréter, il faut surtout voir la glycémie 2 heures après la HGPO. Donc quand elle se situe à moins de 1,40 grammes par litre, on considère que la personne est en état normal. Un prédiabétique aura un taux entre, 1,40 et un peu inférieur à 2 et lorsque ça dépasse 2 grammes par litre 2 heures après ingestion du glucose, on considère que le patient est diabétique. Troisième test à faire, c'est l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine l'hémoglobine glyquée, donne une idée sur la régulation de la glycémie sur les 3 derniers mois. Pourquoi? Parce que l'hémoglobine étant une protéine des hématies, donc les hématies vivent 120 jours, donc à peu près 3 à 4 mois. Hem, donc l'hémoglobine glyquée, en fait, l'hémoglobine, donc c'est une protéine et elle est glyquée, c'est-à-dire qu'une molécule de glucose vient se fixer à cette protéine et ça se produit lorsqu'il y a un excès de glucose dans le sang, donc il y a une hyperglycémie et que l'organisme n'arrive pas à gérer cette hyperglycémie, ce surplus de glucose va aller se fixer sur des protéines. Il se fixe pas que sur l'hémoglobine, mais il se fixe un peu partout dans l'organisme sur les protéines. Mais l'hémoglobine étant la plus simple à tester, l'hémoglobine glyquée, donc on va doser l'hémoglobine glyquée, c'est elle qui va nous donner comme les hématies vivent, 120 jours et une protéine lorsqu'elle est glyquée, c'est irréversible, on ne peut pas lui enlever, ce glucose qui s'est fixé à elle, donc ça nous donne une idée sur les 3 derniers mois, comment la glycémie a été régulée.
Faut savoir que la glycation des protéines, c'est un phénomène qui se produit normalement. Il faut juste que ça ne dépasse pas un certain seuil. Pour l'hémoglobine glyquée, il ne faut pas que ça dépasse 5,7%. C'est-à-dire jusqu'à 5,6% d'hémoglobine glyquée, on considère que la personne est en état normal par rapport à sa glycémie. Lorsque ce taux se situe entre 5,7 et 6,4, on considère que c'est un prédiabète. Et lorsque ça dépasse 6,5% d'hémoglobine glyquée, on considère que la personne est diabétique. Donc par rapport aux signes cliniques du diabète, il faut savoir que l'hyperglycémie est est en général asymptomatique, sauf en cas de très, très forte hyperglycémie. Et l'hyperglycémie reste asymptomatique durant plusieurs années où le corps va essayer de compenser cette hyperglycémie. Il s'y adapte. Donc soit en sécrétant plus d'insuline, soit en essayant de s'adapter à cette hyperglycémie. Et en fait, cela peut durer plusieurs années. Et lorsque l'organisme n'arrive plus à compenser cette hyperglycémie, on assiste à ce qu'on appelle une décompensation de l'organisme. Et c'est cette décompensation qui donne lieu aux manifestations cliniques et aux symptômes de, du diabète, à savoir la polyurie, le fait d'uriner très souvent, la polydipsie, le fait d'avoir soif et de boire beaucoup d'eau. Les personnes qui sont diabétiques, il y en a qui boivent beaucoup dans le sens, ils boivent jusqu'à 3 à 5 litres par jour. On assiste à un amaigrissement de la personne en général et aussi à des infections récidivantes. C'est-à-dire que la personne, en fait, son système immunitaire ne répond plus de manière optimale par conséquence de cette hyperglycémie qui vient perturber le métabolisme de l'organisme. Et donc le fait, que cette l'hyperglycémie qui reste pendant plusieurs années, avant de déclencher un diabète avec ces symptômes, on appelle cet état, le prédiabète. Alors, le prédiabète, c'est un terme est qui a été utilisé pendant très longtemps. D'ailleurs, même en ce moment, il est utilisé encore par quelques médecins. Mais on a tendance à remplacer ce terme par l'insulinorésistance. C'est un état qui décrit mieux l'état métabolique dans lequel se trouve l'organisme à cette période. Donc on va définir l'insulinorésistance. C'est une incapacité des tissus à répondre de manière adéquate à l'action de l'insuline. C'est-à-dire l'insuline, elle y est, mais les tissus, cibles de l'insuline, à savoir principalement, le foie, tissus adipeux et muscles, dans le contexte métabolique, ne répondent pas n'arrivent pas à répondre de manière optimale à l'action de cette insuline. Petit rappel sur, l'action de l'insuline, donc bien sûr, elle est sécrétée par, le pancréas, qui vient se fixer sur le récepteur de l'insuline au niveau membranaire. Ce récepteur, à insuline, une fois avec l'insuline fixée, va activer l'IRS, Insulin, Receptor Substrate, qui va aller, phosphoryler les résidus tyrosine, c'est-à-dire on va avoir une phosphorylation des résidus tyrosine de l'IRS. Cette phosphorylation des résidus tyrosine va activer la cascade de signalisation PIP3 AKT qui va conduire à la translocation du GLUT4 qui est transporteur du glucose au niveau, hépatique, musculaire et tissu adipeux. Et cette translocation du GLUT4 va permettre, la captation du glucose par la cellule et donc son métabolisme, donc soit par oxydation, donc glycolyse ou par, soit synthèse du glycogène ou synthèse des protéines. Lorsqu'on convertit, par le biais de la voie des pentoses phosphates, on va synthétiser certains acides aminés à partir d'une molécule de glucose. Dans le tissu adipeux, on assiste aussi à une synthèse d'acides gras, de triglycérides, à partir du glucose qui est en surplus dans l'organisme. Alors, donc du coup, l'action de l'insuline, elle va se traduire au niveau du foie par une augmentation de la glycogénogénèse, une diminution de la glucogénèse, néoglucogénèse, une diminution de la glycogénolyse ainsi que, de la synthèse des VLDL. Au niveau du muscle, on va avoir une augmentation de la glycolyse, de la glycogénogénèse et au niveau du tissu adipeux, on va avoir une stimulation de la lipoprotéine lipase pour, capter les triglycérides
et aussi une inhibition de la lipase hormonosensible, ce qui conduit à un stockage des lipides. Maintenant, en ce qui concerne la physiopathologie de l'insulinorésistance, je remets la figure de l'action de l'insuline et on va dire que l'insulinorésistance, elle va se produire soit au niveau du récepteur membranaire, soit au niveau de la cascade de signalisation. Alors au niveau du récepteur membranaire, on a ce qu'on appelle la nitration de l'insuline. Suite au stress oxydatif et à une augmentation du monoxyde d'azote surtout, ou des espèces réactifs à l'azote, une molécule d'azote vient se fixer sur soit la molécule d'insuline, soit le récepteur. Et donc, ça va changer la conformation de l'insuline et ou du récepteur. Et du coup, l'insuline même présente ne pourra carrément pas se fixer sur le récepteur pour faire son action. Deuxième, heu, deuxième cas où l'insulinorésistance peut se produire, c'est au niveau de la voie de signalisation. Donc là, on aura une fixation de l'insuline sur son récepteur correctement. Par contre, au lieu de phosphoryler les résidus tréonine de l'IRS, on va assister à une phosphorylation des résidus sérine, ce qui va un peu inhiber l'IRS et donc inhiber la cascade de signalisation qui va conduire euh, normalement à la translocation du glucate. Mais comme cette cascade est inhibée, on va avoir une inhibition de la translocation du glucate et donc une accumulation du glucose à l'extérieur de la cellule, à l'espace extracellulaire. Ce qui traduit donc une hyperglycémie, ce qui se traduit par une hyperglycémie. Cette hyperglycémie, l'organisme, dans un premier temps, va essayer de pallier à ça. Donc, le pancréas va essayer de sécréter encore plus d'insuline. On va avoir une hyperinsulinémie pour tenter de capter un minimum de glucose par la cellule. Donc, du coup, lorsque l'insulinorésistance se produit, donc on assiste à une absence une inhibition de tous les effets de l'insuline de manière métabolique sur les tissus cibles, à savoir le foie, le muscle et le tissu adipeux. Donc, pour résumer, l'insulinorésistance se traduit par un défaut du transport du glucose, une augmentation de la néoglucogénèse, une augmentation de la lipolyse qui conduit à une accumulation d'acide gras libre dans le sang, ainsi qu'une augmentation de la glycogénolyse. Et tout ça en dépit d'un apport normal, voire excessif de glucose. L'insulinorésistance aussi conduit à ce qu'on appelle des dépôts ectopiques de lipides intracellulaires. Alors, ce que c'est que des dépôts ectopiques, ça veut dire que c'est des dépôts qui ne vont pas qui ne vont pas se situer là où ils devraient être. C'est-à-dire les lipides normalement doivent être stockés dans le tissu adipeux. Dans ce cas-là, on va avoir des dépôts lipidiques dans l'intérieur de cellules, de tissus qui ne sont pas censés stocker les lipides. Comme par exemple le foie. Donc je vous mets une image une coupe histologique du foie, où là où vous voyez une cellule saine, un hépatocyte sain. Et dans cette image, vous voyez une cellule avec tous les points blancs qu'on voit, c'est des vésicules de lipides, c'est des macrovésicules ou des microvésicules selon leur taille. Et c'est des lipides qui se sont infiltrés dans les hépatocytes par effet de l'insulinorésistance, d'hyperglycémie et bon, entre autres choses, parce que ça conduit c'est ce qui conduit à la stéatose hépatique, qu'on appelle stéatose hépatique non alcoolique. Il y a d'autres facteurs qui peuvent conduire à cet état, mais l'insulinorésistance contribue grandement à ce phénomène. Ces, ces lipides sont de nature en général des céramides, des diacylglycérols. Ils vont conduire à une dysfonction mitochondriale. Ainsi, bon, en fait, donc, on a aussi une prédisposition génétique à ce phénomène et aussi, bien sûr, le déséquilibre de la balance énergétique qui conduit à une accumulation de graisse, à une augmentation de la glycémie, etc. Donc, mécanisme de l'insulinorésistance, il y a une légère différence entre le foie et le muscle.
Donc au niveau du foie, on assiste à une activation des PKC, PKC epsilon, qui va donc, au niveau de l'IRS, elle va diminuer la phosphorylation des tréonines. Alors la tréonine, quand elle est bien phosphorylée, tous les résidus sont bien phosphorylés, on assiste hem, à une cascade de signalisation qui est plus efficace. Donc au niveau du foie, on a la PKC, epsilon qui est activée et donc qui va diminuer cette cascade de signalisation. Par contre, au niveau du muscle, c'est la PKC θ qui est activée et elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va carrément phosphoryler d'autres résidus qui sont, par exemple, les résidus sérines et qui vont conduire à l'inhibition de la cascade de signalisation. Ça, c'est au niveau du foie et du muscle. Alors, au niveau du tissu adipeux, ce qui se produit, c'est que lorsqu'on assiste, à une expansion du tissu adipeux, donc on a une hypertrophie et lorsqu'on a une hypertrophie ou une augmentation de la taille des cellules qui va un peu comprimer les capillaires qui irriguent ce tissu et on va assister à une anoxie, donc absence d'oxygène de au niveau du tissu, transport de l'oxygène et donc une apoptose de ces cellules. Et cette apoptose va donner un signal d'agression au système immunitaire parce qu'il y a une mort de cellules qui n'est pas normale. Et donc le système immunitaire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire il va se produire une infiltration des macrophages dans le tissu adipeux et ces macrophages vont synthétiser des cytokines pro-inflammatoires telles que l'IL-6, l'IL-1 bêta et le TNF-alpha qui vont, eux, conduire à la phosphorylation des résidus sérines de l'IRS1 et donc conduire à l'insulinorésistance au niveau de ce tissu-là. Alors, en ce qui concerne les facteurs de risque, nous avons bien sûr les prédispositions génétiques. Il faut savoir que l'incidence du diabète de type 2, de manière générale, il est de 6%. Et lorsqu'on a un parent au premier degré, c'est-à-dire la mère ou le père qui est diabétique, cette, prédi- cette incidence augmente directement vers 40%. Et lorsqu'on a des jumeaux homozygotes, c'est-à-dire les vrais jumeaux, lorsque l'un d'eux est diagnostiqué, diabétique, on est à 96% sûr que le deuxième, c'est-à-dire le frère, le jumeau, aura le diabète de type 2. Vous avez aussi les facteurs de risque qui concernent l'hygiène de vie, donc tout ce qui est sédentarité, tabagisme, syndrome de l'apnée du sommeil peut, constituer un facteur de risque important, pour le diabète de type 2 et pour l'obésité d'ailleurs. Les insomnies, l'ingestion d'aliments à index glycémique élevé, l'ingestion d'acides gras saturés, l'alimentation industrialisée qui contient, on va dire entre guillemets «les sucres cachés», qui vont contribuer à l'hyperglycémie, constante et donc à ce phénomène de à ce phénomène d'insulinorésistance puis de diabète. Vous avez aussi l'effet du microbiote lorsqu'on a une dysbiose fonctionnelle, lorsqu'on a aussi l'endotoxémie métabolique. Normalement, vous avez vu l'endotoxémie métabolique, donc donne lieu à ce qu'on appelle une inflammation de bas grade. Cette inflammation de bas grade, c'est que avec la synthèse des cytokines pro-inflammatoires, donc pour le même mécanisme qu'on a vu au niveau du tissu adipeux, vont conduire à une insulinorésistance. On a aussi trouvé le rôle de certaines vitamines, comme la vitamine D, la vitamine K, dans, l'installation du diabète de type 2. Donc concernant la prise en charge du diabète, en première intention, toujours, le diabète est pris en charge par des mesures hygiéno-diététiques. Toujours, avant de donner n'importe quel médicament. Donc, cette prise en charge hygiéno-diététique, elle a un but préventif et curatif. C'est-à-dire que lorsqu'on est en face de quelqu'un qui fait de l'insulinorésistance, on peut prévenir le diabète de type 2 avec ces mesures hygiéno-diététiques ou curatives. Chez certains patients qui répondent bien, qui n'ont pas des cas très graves de diabète de type 2, on peut arriver à gérer leur diabète rien qu'avec l'alimentation. Donc, ce, ce, cette prise en charge englobera l'activité physique, l'alimentation, la diminution des sources de stress oxydant,
ainsi qu'une éventuelle perte pondérale lorsqu'on est face à un patient qui présente une surcharge pondérale ou carrément une obésité. C'est cette catégorie de prise en charge, c'est-à-dire cette partie vous sera détaillée dans le TD, donc je ne vais pas m'étaler trop dessus maintenant. Par contre, bon, on va un peu donner la prise en charge médicale pour situer un peu les effets des différents médicaments. Donc vous avez plusieurs classes de médicaments en fonction de leur action par rapport au diabète. Donc premièrement, vous avez les médicaments qui agissent sur la sensibilité de l'insuline. Donc vu que l'insuline est là, ils vont augmenter, cette sensibilité, cette cascade de signalisation. Vous avez la metformine, qu'on appelle glucophage, qui agit au niveau du muscle et du foie. La metformine, elle va activer la translocation du GLUT4, d'où le terme glucophage, donc ce qui va permettre à la cellule de capter le maximum de glucose. Deuxième classe de médicaments, c'est les glitazones. Elles, les glitazones agissent au niveau du muscle et au niveau du tissu adipeux. C'est-à-dire la différence entre metformine et glitazone. Mais les 2 ont le même effet qui est de sensibiliser, le tissu à l'insuline. Une autre classe consiste à carrément stimuler la sécrétion de l'insuline. Donc ils vont agir au niveau du pancréas pour stimuler une plus grande sécrétion de l'insuline. Vous avez celles qui ont une action lente comme les sulfamides et les médicaments à action rapide comme les glinides. Le 3e point, c'est les médicaments qui ont une action sur les incrétines. On rappelle que les incrétines ont un rôle, dans la régulation de la glycémie. Donc vous avez les inhibiteurs du DPP4 qui est pris par voie orale et les analogues du GLP-1 injectable. Donc quel est leur rôle? C'est que le GLP-1, par exemple, lorsqu'on assiste à une hyperglycémie, le GLP-1 va aller stimuler la sécrétion de l'insuline au niveau pancréatique. L'inconvénient qui du DPP4 dans ce phénomène, c'est que le DPP4 vient très rapidement dégrader le GLP-1. Donc si le GLP-1 est très rapidement dégradé par le DPP4, si on a par exemple une augmentation du taux de DPP4 qui va aller dégrader tout le GLP-1 en face d'une hyperglycémie n'a pas le temps d'aller agir au niveau du pancréas pour stimuler la sécrétion de l'insuline. Donc c'est pour ça qu'on prescrit soit des inhibiteurs du DPP4 pour empêcher, la dégradation du GLP-1, c'est-à-dire pour ralentir surtout, parce qu'il va finir par se dégrader, pour ralentir la dégradation du GLP-1 et donc lui donner le temps nécessaire pour stimuler la sécrétion de l'insuline, ou bien carrément donner des analogues du GLP-1, c'est-à-dire des molécules qui vont agir comme le GLP-1 sur l'action de l'insuline. Mais ces médicaments, ne sont pas donnés, c'est-à-dire ceux qui ont une action sur les incrétines ne sont pas donnés, de manière systématique parce qu'ils présentent, de nombreux effets secondaires, parfois dangereux. Donc il y a eu une étude qui suit, les patients qui prennent ces médicaments sur, au moins 10 ou 15 ans avant de dire est-ce que vraiment c'est-à-dire le bénéfice, le rapport bénéfice-risque pour statuer est-ce qu'il vaut mieux les donner aux patients ou pas. Dernière, classe de médicaments, c'est celles qui agissent sur la disponibilité des glucides. Donc vous avez les inhibiteurs des alpha-glucosidases qui agissent sur l'absorption intestinale des glucides et vous avez les inhibiteurs du SGLT2. Le SGLT2 étant un corécepteur sodium et glucose et donc en inhibant ce SGLT2, on va activer l'élimination rénale du glucide. Lorsqu'on est en phase d'une hyperglycémie, on va avoir une élimination dans les urines du glucose qui est, en surcharge. Maintenant, on passe aux complications. Alors, il y a 2 types de complications du diabète à long terme. Vous avez les complications métaboliques et les complications vasculaires. Les complications métaboliques, vous avez l'acidose métabolique, le coma hyperosmolaire et les hypoglycémies. L'acidocétose métabolique, elle se produit lorsqu'il y a hyperglycémie et donc insulinorésistance
Lorsqu'il y a l'hyperglycémie, donc on a un excès de glucose dans le sang, mais comme l'insuline ne fait pas son effet métabolique, donc elle va pas, inhiber, par exemple, au niveau du tissu adipeux, la lipase hormonosensible. Donc on va avoir une lipolyse accrue et même au niveau du tissu musculaire, vu que le tissu musculaire n'arrive pas à capter le glucose, donc pour avoir de l'énergie, il va utiliser des acides gras, des triglycérides qu'il va dégrader. Donc on va avoir une lipolyse accrue et donc une synthèse de corps cétonique et une cétogénèse qui va conduire à long terme à une acidocétose métabolique. Deuxième conséquence, le coma hyperosmolaire, en fait, c'est l'un des plus dangereux. Lorsqu'on assiste à une polyurie du patient diabétique qui est soit pas compensée du tout ou mal compensée, c'est-à-dire la personne urine beaucoup mais ne s'hydrate pas, ne prend pas assez d'eau, on assiste à une déshydratation. Donc la déshydratation, c'est qu'on a éliminé, du liquide par voie urinaire et donc le volume sanguin va diminuer et vu qu'on va diminuer le volume sanguin, donc tous les électrolytes qui sont dans le sang et essentiellement le sodium, plus aussi le glucose parce qu'il agit dans l'osmolarité, leur concentration donc va augmenter et donc on aura une hyperosmolarité sanguine qui va conduire au coma hyperosmolaire et s'il n'est pas traité, tout de suite, peut conduire d'ailleurs au décès du patient. Par contre, les hypoglycémies sont les complications les moins dangereuses chez un diabétique. On considère l'hypoglycémie comme dangereuse que lorsqu'elle atteint vraiment des niveaux extrêmement bas de glycémie, de l'ordre de 0,15, 0,02 grammes par litre. Sinon, c'est une complication qui est d'ailleurs, gérable et facilement et qui n'est pas très, très dangereuse. Ça, c'est pour les complications métaboliques. Pour les complications vasculaires, alors on va expliquer ce qui se produit au niveau vasculaire. Lorsqu'on a une hyperglycémie et donc on a une insulinorésistance, donc le glucose va continuer de circuler dans le sang en excès. Ce qui va se faire, c'est que ce glucose en excès va être absorbé par les cellules endothéliales et les cellules musculaires lisses. Parce que ces cellules endothéliales ont des récepteurs du glucose qui ne sont pas les glucates et qui sont non insulinodépendants. Donc ils peuvent absorber le glucose sans, en dehors de toute action de l'insuline. Mais comme il y a un excès, de glucose dans le sang, donc il y a un excès d'absorption de ce glucose par les cellules endothéliales et les CML. Ce qui va conduire dans ces cellules-là à une augmentation du métabolisme de glucose. Et comme ces cellules ne sont pas habituées à un tel métabolisme du glucose, on va assister donc à une synthèse des AGE qui sont des Advanced Glycation End Products. Ça veut dire que c'est des produits de glycation avancée. Donc, on va avoir en gros des protéines qui vont être glycosylées. Et aussi, on va avoir une augmentation des ROS, Reactive Oxygen Species, c'est-à-dire des espèces réactives à l'oxygène qui sont synthétisées par les mitochondries. Vu qu'il y a un plus haut métabolisme du glucose, donc la mitochondrie va, on va avoir un cycle de Krebs qui va être un peu dépassé et donc une production accrue d'espèces réactives à l'oxygène, donc stress oxydatif. Les deux, donc les AGE et les ROS, vont conduire à long terme à toute la panoplie des complications vasculaires, à savoir les néphropathies diabétiques, les neuropathies sensitives périphériques, ce qui fait que les diabétiques, au bout d'un moment, ne sentent plus les extrémités des doigts, dans les mains et des orteils dans les pieds. On a le syndrome du pied diabétique lorsqu'on a une coupure, c'est des cicatrisations qui sont très lentes et qui peuvent carrément se compliquer en gangrène. La rétinopathie diabétique qui peut conduire à la cécité. Et les macroangiopathies diabétiques, donc tout ce qui touche les gros vaisseaux sanguins. Donc ça, c'est en ce qui concerne les complications, diabétiques. Donc sur ce, je finis le cours. Je vous mets, comme d'habitude des références,
que j'ai utilisé pour préparer le cours si vous voulez aller plus loin et donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis, à jeudi pour le des régimes thérapeutiques et entre-temps, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez m'envoyer des messages ou des mails. Je répondrai à toutes vos questions. Merci à vous et bonne journée.